Je m'appelle Jean-Claude Belando, je suis chef de produit marketing pour un produit qui s'appelle AFA, Axway Financial Accounting Hub, donc chez Axway. Quel est le motif aujourd'hui de notre présence? C'est effectivement comment est-ce qu'on peut accélérer la transformation digitale du département finance. C'est un peu notre enjeu aujourd'hui. Et c'est l'enjeu de beaucoup, a priori, parce que si on demande à nos amis du Hackett Group quelles sont les priorités de la finance pour 2023, finance au sens du département finance, pas du secteur finance. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le premier poste, c'est accélérer cette transformation digitale. Et ça, c'est un point qu'on retrouve dans toutes les études, notamment depuis le Covid. Depuis le Covid, globalement, les gens ont mis un gros coup d'accélérateur, et je pense que chez vous, c'est un peu pareil. Augmenter l'agilité de la finance. Donc ça, on va voir que c'est aussi très important. On en a parlé juste à l'instant, comment est-ce qu'on fait en sorte que la donnée soit disponible pour aider les métiers, en fait, pour trouver des nouvelles façons de faire son business, ce qu'on appelle turn data into actionable insights. Et puis, on parle aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. Donc, c'est les 4 postes que j'ai retenus, sur lesquels, en fait, tous nos clients sont d'accord pour dire que c'est des points importants. Et en fait, si on se retourne vers le CFO, en fait, c'est des ambitions de transformation pour le CFO, au-delà, bien sûr, de ces ambitions à lui, qui sont le cash et le cours de bourse, mais pour la façon dont ça fonctionne chez lui. Premier point, c'est effectivement agir. Comment j'agis mieux? Comment est-ce que j'augmente mon efficacité opérationnelle? Donc, l'efficacité opérationnelle du département finance, vous connaissez, c'est la clôture. Comment est-ce que je clôture plus vite, pour moins cher? Comment est-ce que je produis des données de meilleure qualité? Et comment est-ce que je réduis les coûts qui sont liés à ma clôture, et tout en préservant effectivement le fait que les gens qui travaillent chez moi ont moins l'impression de faire des tâches répétitives et manuelles, et plus de temps pour faire autre chose que ces tâches-là. Et ça conduit effectivement, cette excellence opérationnelle, à aussi atteindre un objectif qui est un objectif plutôt de direction générale, qui est l'excellence opérationnelle aussi. L'autre point sur lequel effectivement aujourd'hui on a une grosse tendance, c'est tout ce qui est agilité. Donc là, l'agilité est les multifacteurs. Premier facteur, c'est effectivement l'agilité qui est très IT, j'ai plein de choses qui changent. On me dit qu'il faut que je passe sur le cloud, on me dit que mes fournisseurs de solutions, ERP ou autres, me disent que ma solution n'est plus disponible aujourd'hui on-premise, mais que je dois la passer sur le cloud, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui sont déjà uniquement tech et que les gens du département finance ont souvent et longtemps ignoré. Donc là, il y a des gros gaps à faire, parce que quelquefois, on a 2, 3, 4, 5 versions de retard sur les logiciels qu'il faut basculer vers le cloud, dans des choses complètement nouvelles. Donc là, il y a un gros gap à franchir. Donc, un problème d'agilité. Le deuxième problème d'agilité, c'est effectivement, sur le secteur finance, c'est effectivement tout le poids du réglementaire auquel il faut s'adapter de façon très, très régulière. Et puis, le troisième point, on en parlait juste à l'instant, c'est tout l'aspect où on va établir des nouveaux partenariats, on va acheter des nouvelles filiales, on va s'installer dans des nouvelles géographies, et donc il va falloir adapter ou s'adapter aux nouvelles conditions, ou intégrer ces nouvelles conditions dans le système existant. Donc ça veut dire effectivement que j'ai une filiale qui travaille avec un standard local, en termes comptables, et il va falloir effectivement que je l'intègre dans mon IFRS, où j'ai un partenaire avec lequel je développe un nouveau business model, et ce nouveau business model, il va falloir que je l'intègre à un moment donné dans ma comptabilité. Et ça, je ne vais pas le faire dans 6 mois, parce qu'on est dans une logique où souvent on dit je vais créer un partenariat, si dans 3 mois ça ne marche pas, on jette, mais s'il faut 6 mois pour l'intégrer dans la compta, on ne peut pas mesurer que ça a marché ou pas en fait. Donc cette question de l'agilité est très importante, et donc ça a un impact sur la croissance de l'entreprise. Et le troisième point, c'est quel point effectivement important, c'est le levier sur la donnée. Donc, aujourd'hui, les départements finance traitent beaucoup de données en entreprise. Cette donnée n'est pas toujours de très bonne qualité. Elle est souvent, on va dire, tunée à la main, en fin de parcours, pour la mettre au niveau des attentes de la compta, dans les dates de clôture qui sont prédéfinies à l'avance. Et on a ce souci que cette donnée, du coup, elle profite uniquement à la compta et au reporting, on va dire, et à aucun moment
on a le temps de s'en servir pour faire de l'analyse. Donc ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut avoir une donnée de qualité et qui puisse être au service de l'entreprise? Et autour de ces sujets-là, en fait, nous, on a identifié trois drivers aujourd'hui chez nos clients. Le premier étant la migration des ERP. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. On a beaucoup aujourd'hui de clients, notamment qui passent sur S/4HANA. On a pas mal de succès dans le domaine. Bon, pourquoi? Parce que vous savez, hein, qu'il y a notamment S/4HANA qui arrive et qui remplace SAP ECC6 pour ceux qui suivent l'histoire. SAP ECC6 qui va arriver en fin de course. Idem pour Oracle Business Suite, mais il y a pas mal d'autres outils du marché qui arrivent en fin de course et sur lesquels effectivement les fournisseurs demandent à abandonner le on-premise pour passer à des solutions cloud. Et ça, en fait, le point, c'est qu'on n'est pas dans une logique de dire je prends ce que j'ai et je le mets sur le cloud et puis ça suffit. Les solutions sont très différentes, fonctionnement beaucoup plus riche. Effectivement, on va essayer de profiter de cette opération pour tirer la meilleure partie de son logiciel de comptabilité. Le deuxième point, c'est effectivement la stratégie cloud de l'entreprise. Donc il faut que je passe sur le cloud parce que l'entreprise a décidé de passer sur le cloud, typiquement. Et cloud, ça veut dire surtout tout ce qui est à base de conteneurs, tout ce qui est DevOps, ce genre de choses, où on va aller beaucoup plus vite. On va aussi offrir des services aux services aux gens de la finance directement pour qu'ils puissent être beaucoup plus autonomes. Donc c'est toute cette révolution qu'il faut prendre en compte. Et enfin, on a des situations où nos clients se retrouvent par des logiques d'acquisition, on va dire historiques, d'avoir de multiples ERP qui tournent et qui fournissent différents services. Et à un moment donné, on se pose la question de dire ce serait quand même bien d'avoir qu'un seul corps modèle. Ça va éviter de dupliquer les licences, de dupliquer les infrastructures, bien évidemment, mais aussi de dupliquer les données et surtout les compétences autour de technologies d'ERP différentes. Donc là, l'idée, c'est comment on peut booster ce point. Donc là, nous, on va fournir des solutions avec AFA qui vont permettre de migrer en fait vos ERP en permettant d'alimenter votre nouvelle ERP avec les anciennes applications sans les modifier, en permettant effectivement de récupérer les interfaces existantes pour pouvoir nourrir vos nouvelles ERP, et puis aussi pour pouvoir migrer vos données en toute sécurité au fil de l'eau. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, les gains, ils sont importants. Deuxième point sur lequel on est aujourd'hui à l'aide de nos clients, c'est sur la clôture. En fait, on s'aperçoit que la clôture chez les clients, alors de plus en plus, on est dans une logique, passant dans une logique phase close, donc on est à J+5 souvent aujourd'hui, sauf que le J+5 commence à J-5, ça fait quand même globalement 10 jours, souvent, et 10 jours à 16 heures par jour. Je ne sais pas si c'est un sujet qui est courant chez vous. C'est des très grosses journées. On collecte beaucoup d'informations. Moi, j'ai des clients qui passent 3 semaines sur la clôture chaque mois. Donc, c'est globalement, avec effectivement des pointes, c'est pas 3 semaines à fond, mais globalement, il y a 3 semaines, dont une semaine qui est très lourde en général. Donc, c'est des journées qui sont très lourdes, où les gens font beaucoup de choses à la main, souvent, beaucoup d'ajustements manuels. Et on a en général pas de temps pour l'analyse. En fait, globalement, l'objectif, c'est collecter la donnée la plus propre possible, alimenter les outils de reporting, alimenter le GL dans le comptable, et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on est sorti de la clôture, tout le monde pousse un grand coup de soulagement, s'arrête 3 jours parce qu'il n'en peut plus, et puis repense à comment on va gérer la prochaine clôture. Donc ça, c'est des tâches qui sont pas valorisantes. Là, je pense que vous êtes aussi confrontés à ça. Beaucoup de turnover aujourd'hui dans le département comptable et financier, parce que les gens ils sont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et on va faire du copier-coller dans Excel, et globalement, ils ne sont pas mindés pour ça, on va dire. Et par ailleurs, aujourd'hui, pour soulager ces clôtures, on passe par des CSP qu'on met au Portugal ou qu'on met en Ukraine pour certains. C'est pas de chance. Effectivement, les CSP coûtent de plus en plus cher. Parce qu'au fur et à mesure, on rajoute des gens sur place,
Et puis bien sûr le niveau de vie augmente dans ces pays-là aussi. Et donc c'est des SSP qui coûtent de plus en plus cher et qui ne résolvent aucun problème, c'est juste que je mets plus de gens en face du même problème. Donc les clôtures sont incessantes, hein, c'est tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et on a des données qui sont peu fiables. Donc si je suppose des multiplications de contrôle justement. Et enfin, on a un manque de visibilité sur l'ensemble du processus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à tout moment de la clôture où est-ce qu'on en est sur la clôture. Qu'est-ce qui est valide, pas valide, qu'est-ce qu'on a fini, qu'est-ce qu'on n'a pas fini. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel on va pouvoir aider et on va vous expliquer comment après. Et troisième sujet, un sujet aussi à l'ordre du jour, pour les entreprises qui sont des entreprises souvent multinationales, avec beaucoup de filiales, c'est comment est-ce que je consolide aussi, hein, pareil, mes comptes de façon très régulière. Donc là, avec des problématiques qui sont l'hétérogénéité des normes comptables, comment est-ce que je fais pour gérer ça, avec des plans de compte normes comptables qui sont différentes par pays, voire par activité, si j'ai plusieurs types d'activités, des contraintes calendaires. Donc aujourd'hui, on a des clients qui ont 50 reporting à sortir dans l'année, différents. Donc effectivement, c'est une grosse contrainte. Et les outils de consolidation, aujourd'hui, un outil BSC et HFL, je pense que vous connaissez ces outils, qui pareil, sont eux aussi en fin de vie. Et donc sur lesquels il va falloir migrer, puisque, mauvaise idée, globalement, ces outils, en fait, aujourd'hui, sont des outils qui viennent avec toutes leurs solutions de connexion, donc qui ont toutes leurs interfaces spécifiques vers l'ensemble des applications sources, pour récupérer les données et stocker les données chez eux. Donc ça veut dire une fois qu'on les débranche, il va falloir mettre les données qui sont dedans autre part, et deux, il va falloir refaire toutes les interfaces vers toutes les applications sources. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel aussi on peut aider à accélérer. Alors, comment on fait ça? Donc un rappel, globalement, on a des filiales, des applications métiers qui balancent de l'information à un moment donné vers un entrepôt de données, vers les applications financières, puis typiquement le GL, et tous les outils de reporting, et éventuellement d'autres systèmes. Et globalement, donc là j'ai simplifié le débat, mais on a des relations un pour un, à chaque fois. Avec un bout du code de l'interface qui est ici, un peu de transformation ici, du code, et puis un peu de transformation ici, pour recevoir ce truc-là. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'on touche un bout, on a, si on a de la chance, on n'a qu'un seul endroit ici, donc on n'a qu'un seul truc à modifier, donc c'est tout bénef. En revanche, si on prend une application ici qui alimente de façon parallèle et mon entrepôt de données, et mes applications, et plusieurs applications financières, et plusieurs outils de reporting, et plusieurs autres systèmes, si je la modifie, ça veut dire que je vais avoir une dizaine, une vingtaine d'interfaces à refaire. Ça, c'est le point clé. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, c'est un sujet qui ne se voit pas historiquement, puisqu'à chaque fois, en fait, qu'on rajoute quelque chose dans le système, historiquement, on a plutôt rajouté des choses dans le système à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on a rajouté quelque chose, on avait à créer un nouveau lien. Créer un nouveau lien, c'est embêtant, ça prend une semaine, 2 mois, 3 mois, mais c'est fini. En revanche, chaque fois qu'on doit faire, si on modifie par exemple le modèle de données, le corps modèle, la clé comptable, ou chose comme ça, dans mon GL, ça veut dire que toutes les interfaces qui sont interfacées avec mon outil, il va falloir que je les modifie. Donc c'est là où effectivement on a un gros souci sur ce type d'architecture. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en fait, les entreprises avec lesquelles on travaille travaillent en multi-devises, doivent gérer des multi-périodes, travaillent en multi-gap, des destinataires de multiples, j'en ai parlé, des formats aussi qui sont multiples, etc., etc. Donc beaucoup de complexité, donc beaucoup de choses différentes à gérer et en très grand nombre. On parlait tout à l'heure de plus général, 700 applications, c'est un peu le sujet de nos clients aujourd'hui, dont Société Générale. L'idée, c'est comment est-ce qu'on met quelque chose au milieu, qui s'appelle un hub, pour harmoniser tout ça, urbaniser tout ça, et quels sont les avantages. Donc un hub, ce qu'on appelle un Financial Accounting Hub, qui n'est pas un nom qui nous est propre, on
On a pris un nom qui est légèrement générique. Donc ça veut dire que c'est un node, donc c'est quelque chose de plateforme qui permet d'avoir en entrée et en sortie l'ensemble des acteurs et d'avoir quelque chose au milieu qui va faire le ménage des données qu'on va gérer. On va faire plusieurs choses. D'abord, on va avoir une couche qui va permettre de s'interfacer à tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est d'être complètement agnostique. Ce n'est pas une solution qui va être en amont de SAP et puis c'est tout, ou en amont de Oracle et puis c'est tout. C'est une application qui va être en amont. Hop, là, c'est un peu rapide, peut-être ici. Voilà. C'est une solution qui va permettre de se connecter à l'ensemble des applicatifs que je vais avoir dans l'entreprise, suivant les protocoles que ça supporte, hein, du connecteur applicatif, du JMS, de l'API, du transfert de fichiers, ce qu'on veut, suivant ce qu'on a à disposition. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est récupérer la donnée en entrée et faire en sorte de transformer la donnée. Transformer la donnée sur la base de schémas comptables. On n'est pas dans une logique de transformer de la donnée techniquement, dans une logique de dire quel est le schéma comptable que j'applique sur ces données. Bon, il y a un peu aussi de transformation technique, sûrement, hein, pour changer de format, des choses comme ça, mais principalement, la logique, c'est quel est le schéma comptable que j'applique à ces données, de gérer la qualité de ces données, donc de mettre en place du contrôle sur ces données, pour vérifier qu'elles correspondent bien aux attentes, typiquement des outils qu'on a en destination, et aussi, en même temps, d'enrichir cette donnée, d'enrichir sur la base de référentiels, typiquement, pour la rendre plus pertinente et plus complète. Et puis ensuite, historiser cette donnée de sorte à pouvoir donc la stocker localement, en fait, au niveau détail, très granulaire, avec l'ensemble de ces transformations, de façon à conserver le lineage, ce qu'on appelle le lineage aujourd'hui. En tout cas, il faudra pouvoir fournir automatiquement une piste d'audit sur l'ensemble des transformations qui ont été appliquées à cette donnée, de sorte, au final, à pouvoir pousser cette donnée vers les différents environnements qui en ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir pousser cette donnée, qui est par exemple un billet d'avion, par exemple, hein, on va prendre ici, on va pouvoir pousser la donnée enrichie de façon différente suivant la destination. Et ce sera la même information cible qui va alimenter éventuellement plusieurs canaux qui seront donc tous cohérents. C'est-à-dire que l'ensemble des applications cibles qui vont hériter de cette donnée vont hériter d'une donnée qui est cohérente, même si le contenu de cette donnée n'est pas le même pour chaque application cible. D'accord ? Donc tout ça, effectivement, c'est mis à disposition du département de finance pour configuration et opération. C'est-à-dire que le département de finance va pouvoir, en définissant son schéma comptable qu'il veut appliquer typiquement, sur la base d'une table de décision, par exemple dans Excel, importer ce document Excel, ça va générer les règles comptables qui vont bien, et il va pouvoir ensuite tester ce modèle sur ces données et valider que ce truc fonctionne bien, simuler, etc. Et puis éventuellement décider de le mettre en production. Donc il y a une logique DevOps, on est moderne là-dessus. Donc le département de finance devient moderne. À un moment donné, il va dire au département IT, vous pouvez mettre en production cette règle, je l'ai validée, et il n'y a pas d'aller-retour entre l'IT et la finance pour expliquer c'est quoi mon schéma comptable et pourquoi il faut faire ci et comme ça. Peut-être ça prendre des semaines. Aujourd'hui, on a des clients on a un client typiquement, c'est une boîte d'assurance qui s'appelle Oxia, pour ceux qui la connaissent. Oxia, aujourd'hui, quand ils vendent des produits d'assurance à marque blanche, donc ils ont souvent des nouveaux partenaires qui revendent leurs produits. À chaque fois, effectivement, il y a un contrat, enfin, c'est souvent les contrats qui sont les mêmes, bien évidemment, donc on va changer tous les quarts d'heure, mais il peut avoir effectivement des nouveaux types de partenaires qui revendent ce contrat d'assurance d'une certaine façon et qui va obliger à avoir un schéma comptable différent. Pour mettre en place ce nouveau schéma comptable, ils vont devoir appliquer à tel nouveau partenaire. Ils vont faire deux choses. Ça va leur prendre une semaine, plutôt que 4 mois avant. Avant, c'était 4 mois parce qu'il fallait discuter avec l'IT, éventuellement avec le fournisseur de la solution back-office pour trouver la bonne interface. Mais c'était 3-4 mois pour faire le truc. Aujourd'hui, en une semaine, ils mettent en prod, et ils mettent en prod quelque chose qui correspond au nouveau partenaire, et ils sont capables même de fournir des axes d'analyse à ce partenaire qui sont spécifiques au modèle business qu'ils ont mis en place avec lui. Ça, c'est ce point de dire je configure et j'opère ma solution. Donc, quatre piliers, hein, interconnexion avec tout, transformation comptable,
des données, contrôle qualité de ces données et historisation détaillée. Alors, historisation détaillée, ça va permettre aussi de faire des choses intéressantes puisqu'on sait exactement quelles données on a en sortie et quelles données on a en entrée et comment elles se correspondent l'une à l'autre. On va pouvoir faire tous les rapprochements qu'on veut. Et donc on va pouvoir faire tous les ajustements qu'on veut de façon plus ou moins automatique, suivant bien sûr les cas d'erreur. Et puis bien sûr, on va fournir aussi une interface de recyclage. C'est-à-dire que le recyclage va pouvoir se faire ici. Oui. Du coup, là, ça persiste pas la donnée. On persiste la donnée. Ici, à ce niveau-là, on persiste la donnée. Donc on a une logique, on va dire, de subledger, pour faire simple, dans laquelle on va stocker la donnée détaillée avec toutes ces étapes de dégrégation, transformation et autres, avec tout le lineage. Et c'est quelque chose qu'on va garder en base accessible le temps que, on a une logique d'archivage ensuite, parce qu'on ne peut pas tout garder tout le temps, avec une logique d'archivage. Et cette donnée, elle a vocation effectivement à répondre au CAC. Le commissaire au compte qui débarque ici, il pose la question de savoir d'où vient cette écriture. 3 secondes après, il a la réponse. Mais sinon, après, le travail pour la clôture, il est fait sur la donnée qui est récupérée en temps réel. Donc on a la donnée. Alors la donnée en temps réel ou pas temps réel, ça dépend des clients. Donc on a de plus en plus effectivement des gens ça on va en parler tout de suite, on a de plus en plus des clients effectivement qui sont logiques, je suis en temps réel. Par exemple, on a des gens qui sont dans le retail, par exemple, dans les commerces de grande distribution, eux sont dans une logique de dire cette donnée qui arrive, des caisses enregistreuses typiquement, au fil de l'eau, cette donnée, elle va passer par ici, faire tout le truc, et on prend le ticket de caisse, on décortique 17 millions par jour. On décortique ces tickets de caisse pour sortir tous les postes différents qui ont chacun un taux de TVA différent en fonction si c'est du électroménager ou du produit frais. Donc ça, on fait tout traitement comptable de ces données-là. Elles vont dans la comptable, de façon assez classique. Et en même temps, on les balance sur, une fois qu'elles sont enrichies, on a bien tout décortiqué, on balance ça sur le data lake, qui va permettre à tout moment de dire il faut réapprovisionner tel magasin en jambon ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on a au milieu, effectivement, on a enrichi cette donnée, puisque sur la base des référentiels, on a identifié que le code 5312 pour 3,50 €, c'est effectivement c'est tel type de jambon. Voilà. Et donc à la fin de la journée, effectivement, on a de la consommée. Donc c'est cette logique effectivement de contrôle de la donnée, d'enrichissement de la donnée, qui permet d'avoir une donnée de qualité qui est utile pour la compta. Donc parce que la compta, comme ici en plus, je vous dis tout. La logique, c'est qu'ici, on va contrôler aussi le déversement dans le GL, un outil comptable. Ça veut dire quoi le contrôler? Ça veut dire qu'on va appliquer ici, en amont, les contrôles attendus pratiquement par SAP, sur le plan SAP. Ce qui veut dire que normalement, la donnée qui est passée par ici, elle rentre dans SAP sans problème. Parce qu'ici, on va vérifier que le compte machin est bien ouvert, que tous les contrôles qu'il faut faire, ils sont passés ici pratiquement, et donc ça va rentrer directement. Donc on va avoir très peu de rejets au niveau GL, ce qui est une misère à chaque fois, quand ça passe là. Tant que ça reste ici, ça ne dérange personne, c'est pas rentrer dans le journal du GL. Donc ça reste ici, nous on rejette, et le rejet, effectivement, il est géré ici avec un workflow qui est soit, suivant les cas, soit effectivement ça s'est traité ici, soit on renvoie, parce que typiquement il y a une erreur sur le back-office qui a renvoyé les données d'hier, par exemple, ça peut arriver, on renvoie les données en disant il faut refaire. Ou ce qui arrive aussi souvent, c'est que le référentiel n'a pas été mis à jour, et donc le truc est complètement faux. Donc en fait, on attend que le référentiel soit mis à jour pour repasser les données. Donc, des choses comme ça qui font que ça, à la fin de la journée, nos clients, ils ont une logique de dire tout ce qui est rentré dans le GL, c'est bon, c'est réglé. Et comme on rentre au fil de l'eau, globalement, la clôture, elle est quasiment, le jour de la clôture, on a traité la journée ou la veille pour que ce soit finalisé. Je caricature évidemment, mais c'est globalement, on a validé en amont toutes les données. Autre point aussi, quand on dit historisation des données, ce qui est intéressant, aujourd'hui, de plus en plus, la logique IFRS 15 et IFRS 16, c'est qu'on va pouvoir stocker les données ici. J'ai des contrats qui sont signés ici, qui rentrent là. J'ai une partie de ces contrats qui est reconnue tout de suite,
et une partie des contrats qui ne sont pas reconnus tout de suite. Donc il va falloir temporiser ces données-là, ce qui fait que d'un point de vue business, je peux dire au business, tu as bien signé pour 100, donc ton business coûte bien, ça fait une progression, machin, etc. En revanche, je reconnais que 10 en compta, donc il n'y a que 10 qui partent en compta, et tous les mois, je vais prendre 10 nouveaux qui vont repartir en compta automatiquement. D'accord? Il faut que j'édite, voilà. Donc c'est à la main de la finance, hein, sur la base de table, etc. Ok. Hop. Donc pour résumer, j'interconnecte les applications métiers et finances. Voilà. Deuxième étape, je transforme selon des règles comptables. Donc on est loin de l'ETL, du script, etc. On est dans d'autres choses qui sont base de règles. J'assure la qualité des données et je supervise et contrôle toutes les opérations. Donc les gains, c'est simple. Hein. Le processus il est sous contrôle, complètement automatisé, complètement auditable, une cohérence des données de bout en bout, l'absence de rejet de l'ERP, piste d'actifs réglementaires et cas natifs, voilà ce qu'on appelle continuous and continue. Les coûts projets sont réduits puisque globalement tout est centralisé. On travaille par demi-interface. On va faire une seule fois l'interface vers SAP. On va faire 3 types d'interfaces vers SAP. On va pas le refaire 50 fois ou 100 fois. Pas de charge manuelle, pas de traitement régie, etc. On est agnostique, tracer des boutons de la simulation et puis de l'enrichissement automatique à la génération rapprochement, etc. Et nos clients, donc globalement tous les banquiers de la place, Société Générale, BNP Paribas, autres, sur les gros, la Poste, le Banque Postale aussi. Plus d'infos, un webinaire qu'on a fait récemment sur la consolidation, donc vous pouvez le revoir, le KPMG, et un autre qu'on prépare avec nos amis d'Accenture, sur justement comment est-ce que je livre mon ERP Finance sur la base de l'expérience qu'on a développée en commun. Et donc on est sur le petit bout de stand qui est juste là, au coin, donc à votre disposition pour plus d'infos, avec grand plaisir. Et je vous remercie.